organisation, qu'elle soit publique ou privée, le conflit est une réalité qui existe, qui a toujours existé et qui existera toujours. Bon nombre de personnes qui ont été des ennemis d'autrefois sont des partenaires aujourd'hui. Un conflit qui est mal géré ou qui n'est pas géré a des conséquences désastreuses sur l'organisation. Madame Meriem Hello, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Merci à vous. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet qui est un peu sensible en entreprise. C'est surtout la gestion des conflits. Ma première question, c'est tout d'abord quels sont les différents conflits qui peuvent avoir lieu en entreprise? Cette problématique qui est fondamentale aujourd'hui pour la vie des entreprises. Pourquoi? D'abord, définissons qu'est-ce que c'est que le conflit. Le conflit, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre des opinions, des points de vue, des sentiments et des objectifs qui sont contraires, qui sont opposés. Et de cette rencontre d'éléments contraires provient une situation de combat, de frustration ou de tension. Dans la vie de n'importe quelle organisation, qu'elle soit publique ou privée, le conflit est une réalité qui existe, qui a toujours existé et qui existera toujours. Comment on appelle le conflit? On l'appelle une situation de crise, parce que c'est une situation de crise qui permet de passer d'un point A à un point B. Et des fois, c'est une situation de tension et d'affrontement qui permet de passer d'une crise à un partenariat. Bon nombre de personnes qui ont été des ennemis d'autrefois sont des partenaires aujourd'hui. Bon nombre de groupes qui ont été en conflit se sont réconciliés et ça leur a permis de mieux travailler ensemble. C'est pour ça que le conflit n'est pas toujours de nature négative s'il est bien géré. Alors, les différents types de conflits qui peuvent exister, on peut parler d'abord de conflits intrapersonnels, c'est-à-dire l'individu avec lui-même. L'individu avec lui-même, il n'est pas cohérent, il travaille dans une entreprise où il n'aime pas travailler, ou bien il a fait quelque chose, ou il va faire quelque chose pour lesquelles ses valeurs ne sont pas en adéquation. Il y a également les conflits entre personnes, entre individus, ce qu'on appelle aussi parfois dans la vie des entreprises ou des organisations des luttes de pouvoir. D'accord? Des luttes de pouvoir ou des divergences de valeurs. Par exemple, tout le monde voudra le même poste. Et forcément, des individus vont entrer en conflit. Il y a également des conflits entre groupes d'une même organisation. On peut imaginer des syndicats contre une décision que vient de prendre certains éléments de l'organisation. Les syndicats vont obliger certains salariés qui sont syndiqués à entrer en conflit pour demander leurs droits, pour revendiquer des choses. On peut envisager aussi des conflits entre départements. Des fois, c'est des conflits d'intérêts entre une direction et une autre. C'est des conflits d'objectifs. Certains veulent économiser par exemple de l'argent. Je ne sais pas, moi je pense au département finance. D'autres voudront dépenser de l'argent et c'est lié à la nature même de leur métier, les départements marketing et communication. Donc, de cette divergence d'objectifs, de méthodologie, peuvent naître des conflits qui sont temporaires. On parle également très souvent dans les organisations que j'accompagne de conflits générationnels, c'est-à-dire entre la génération X, qui sont ceux de la quarantaine, la génération Y et cette nouvelle génération Z qu'on appelle la génération zapping. Ces conflits entre générations vont faire en sorte qu'on ne va pas voir la vie, qu'on ne va pas s'impliquer, qu'on ne va pas être fidèle à l'organisation comme l'étaient nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, on voit la génération Z, comme son nom l'indique, zapping, qui change d'emploi assez fréquemment. Et peut-être dernière catégorie de conflits, mais la liste n'est pas exhaustive, c'est les conflits entre entreprises. Dans un secteur, par exemple, qui est très compétitif, très concurrentiel, les conflits entre entreprises peuvent arriver, notamment s'il y a la copie d'une offre, s'il y a une offre similaire qu'a sorti une entreprise après une autre entreprise, s'il y a une copie de produits ou de services dans un secteur similaire, là, ça peut engendrer des conflits. Alors, on parle de la guerre des prix, ça c'est un conflit classique. Par exemple, une entreprise qui va diminuer les prix, l'autre entreprise va s'aligner toujours pour avoir plus de consommateurs ou de clients. Mais il y a aussi d'autres types de conflits qui peuvent être portés devant les tribunaux pour tout ce qui est exploitation de noms, exploitation d'images, exploitation de droits, exploitation de brevets. Ça, c'est d'autres types de conflits. En quoi consiste le coaching en gestion des conflits et à qui s'adresse-t-il justement? Alors, le coaching en gestion des conflits peut prendre deux formes. Il y a le coaching individuel et le coaching collectif. Le coach ou le coaching en gestion des conflits peut s'adresser à toutes les organisations qui souffrent de conflits, qu'ils soient déclarés, parce que je vous ai dit qu'il y a des conflits apparents et déclarés, et il y a des conflits sous-jacents et larvés. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des tensions entre les différents éléments d'une entreprise, mais personne n'en parle,
personne ne souhaite en parler et limite c'est un tabou. Ce type de conflit est limite plus dangereux et plus sournois. Et c'est un conflit silencieux dans une organisation parce qu'on n'ose pas, on n'ose même pas le dire, on n'ose pas l'affronter. Donc le coaching est là, le coaching est pour impliquer les acteurs en question et les responsabiliser et leur faire prendre conscience qu'il est nécessaire de régler un conflit, parce qu'on va voir tout à l'heure, un conflit qui est mal géré ou qui n'est pas géré a des conséquences désastreuses sur l'organisation. Parmi ces conséquences, on peut voir une augmentation d'absentéisme, on peut voir un départ, on peut voir des turnovers, on peut voir un ralentissement du rythme du travail, on peut voir du stress. Et l'un des signaux, l'un des indicateurs clés dans une entreprise, c'est de surveiller le niveau de stress qui peut augmenter lié au conflit. Donc, le coaching aide à surmonter cela. Le coach, des fois, joue le rôle du médiateur. Le médiateur, c'est quoi? C'est un arbitre qui va essayer de faire rencontrer les deux parties ou les deux personnes qui sont en conflit, pas pour trouver des solutions à leur place. Là, il faut qu'il évite. Pas pour les accuser. Toi, tu as fait cette erreur, toi, tu as fait cette erreur. Absolument pas. Le coach sera là pour faire rencontrer deux opinions contraires et trouver un consensus ou un terrain d'entente favorable. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a des formations dans la gestion des conflits, courts ou longues, avec les personnes qui sont, on va constituer des équipes hétérogènes, avec les personnes de différents départements, logistique, achat, finance, marketing, communication, direction générale, peu importe, pour voir dans ces formations de gestion de conflits, qu'est-ce qui se passe dans l'organisation, remonter l'information, travailler sur des cas pratiques et les sensibiliser quant à l'importance de la gestion des conflits. Il peut y avoir des coachings one-to-one pour des personnes qui souffrent ou de la gestion des conflits, ou là, dont on a déterminé qu'ils sont conflictuels. Parce que, là encore, vous savez qu'il y a différents styles de personnalité. Il y a des personnalités qui sont plus conflictuelles que d'autres, plus agressives. Donc ces personnes-là ont besoin d'un coaching individuel pour qu'ils n'entrent pas régulièrement dans les conflits. Troisième type, on peut envisager des team building alors qu'ils sont plus fun, qui sont ludiques, qui sont des fois entre le ludique et l'intellectuel ou entre le ludique et les sérieux. Mais ce qui est bien, c'est que les gens vont se rencontrer sur un terrain neutre, des fois en dehors de l'entreprise, des fois sous couvert d'un certain plaisir, de jeu, etc. Et du coup, vont peut-être changer leur perception de l'individu ou des individus avec lesquels ils étaient en conflit. Donc tout cela bien évidemment, traduit quoi? Quand une entreprise prend au sérieux la gestion des conflits de ses collaborateurs ou là de sa hiérarchie, qu'est-ce qu'elle montre? Elle sait très bien que cette entreprise-là sait que tout ce qui est mal vécu à l'intérieur d'une organisation peut ressortir chez les clients, donc va être potentiellement néfaste. Vous savez, par exemple, à contrario, quand je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui au Maroc, qu'elles soient des grandes entreprises marocaines ou des multinationales, prendre en considération le bien-être des collaborateurs au travail, c'est pour justement faire en sorte que ces collaborateurs restent motivés et une ambiance de travail saine. Qui dit une ambiance de travail saine dit qu'il n'y a pas de conflit ou très peu de conflits. Pourquoi? Pour que le travail soit au meilleur niveau, soit de qualité et qu'il se reflète à l'extérieur de l'entreprise. Pour qu'on dise, ah tu sais, telle entreprise, ils ont une excellente ambiance au travail, les salariés sont épanouis, ils sont heureux, ils travaillent bien entre eux, il n'y a pas de guerre des clans, il n'y a pas de peau de banane, etc. Donc attention aux conflits qui sont dans votre entreprise et qui ne sont pas gérés, ils peuvent sortir à l'extérieur et du coup vous causez du tort à votre image. Quels sont donc les différents outils qui peuvent être utilisés par le coach pour justement accompagner des collaborateurs en entreprise à résoudre leurs conflits? Alors, c'est une très bonne question. Le coach, déjà, doit être doté de compétences humaines et relationnelles qui sont assez puissantes. D'ailleurs, on dit que pour faire ce métier, il faut avoir beaucoup d'empathie et une bonne intelligence émotionnelle. Ça, c'est la base. Bien. Maintenant, un coach, vu qu'il y a différents types de conflits, différentes personnes en interaction, doit avoir un certain nombre, une palette. Il doit sortir le bon tournevis et la bonne clé au bon moment. Et surtout, sortir absolument les gens de ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Vous savez, quand les gens se posent en victime, se posent en persécuteur ou se posent en sauveur, le coach se doit sortir les gens d'une situation ou d'un contexte qui peut leur porter du tort. Alors, premier outil, le coach, c'est lui-même, c'est son savoir. C'est ce que je viens de dire, c'est justement sa posture de coach, le lien de confiance qu'il va réussir à installer avec les personnes qui ont fait appel à lui.
j'insiste bien sur le lien de confiance, son intégrité et sa confidentialité aussi. Attention aux confidences aussi qu'on peut donner à un coach. Ces confidences-là ne doivent lui servir que dans le cadre de la réalisation de sa mission, pas pour en discuter en plein public. Deuxième outil, des outils comme la communication non violente. On sait très bien aujourd'hui que la plupart des conflits naissent d'une mauvaise communication ou d'une mauvaise écoute. Or, la communication non violente, qui est un deuxième outil du coach et qui est un courant qui a été initié par Marshall Rosenberg, aide à développer ce qu'on appelle une écoute active, une écoute empathique, sans jugement, sans ironie. Ça aide aussi à développer un langage non agressif et non violent, c'est-à-dire un langage, une communication, ce qu'on appelle très souvent la communication positive, qui ne va pas accuser l'autre, qui ne va pas pointer l'autre, c'est toi qui es responsable, là j'accuse. Et quand on est dans cette position d'accuser l'autre, justement, on met l'autre mal à l'aise et on le met en situation de défense. La communication non violente est un outil précieux du coach aujourd'hui, c'est un outil également qu'il peut enseigner à d'autres. La programmation neurolinguistique, troisième outil, avec sa palette de techniques, parce qu'il y a un bon nombre de techniques dans la PNL. Deux techniques sont très utiles à ça. La technique de l'intégration des polarités, ça c'est utile pour les conflits intrapersonnels. Quand une personne est déchirée entre une décision A et une décision B, ça c'est un conflit intrapersonnel. Je reste, je pars. J'opte pour le choix couleur blanc ou le choix couleur noire. Ça c'est un conflit intrapersonnel. La technique d'intégration des polarités justement vise à voir l'intention positive des deux polarités et à bien sûr pour l'être humain préserver son intégrité et aller dans le sens de la décision. Deuxième outil de la PNL qui peut être intéressant, c'est les positions perceptuelles. Alors les positions perceptuelles, c'est un outil extrêmement puissant qui aide justement la personne à développer son empathie, ce qu'on appelle une ressource, l'empathie est une ressource, et à se mettre à la place de l'autre. Quand je dis l'autre, c'est la personne avec qui on est en conflit. Ces deux exercices-là ne nécessitent pas que la personne avec qui on est en conflit soit présente, ne serait-ce que par le fait qu'on travaille sur soi et sur les intentions et les objectifs positifs qu'on a envie d'améliorer, fait en sorte que nous allons améliorer notre perception de la situation et probablement avoir des actions plus positives en vue de la résolution du conflit. Il y a également une variété de tests de personnalité qui ont été développés pour déterminer non seulement son style conflictuel, mais son style aussi de résolution de conflit. Êtes-vous dans l'affrontement? Êtes-vous dans le compromis? Êtes-vous dans le consensus? Êtes-vous dans l'évitement? Il y en a qui se comportent comme ça. Et donc du coup, des personnes ont développé même des symboliques par rapport au style conflictuel. Vous aurez le style tortue. Vous avez bien compris que la tortue cherche à se protéger avant toute chose. Vous avez le style renard. Le renard, il cherche ses intérêts, mais il va chercher aussi à garder une bonne image. Vous avez le style ourson. L'ourson qui va surtout essayer de plaire aux autres, être gentil, être sympathique, être délicat. Vous avez le style bélier. Vous avez compris que le bélier avec ses cornes ne va pas avoir peur de l'affrontement. Il y a des personnes qui n'ont pas peur du conflit et donc ils vont avoir un comportement de bélier. Et le meilleur style, à mes yeux, pour moi bien évidemment, c'est un style dauphin. Le style dauphin a une excellente intelligence émotionnelle. Il va chercher à réaliser ses objectifs, des objectifs professionnels, tout en maintenant des bonnes relations avec les individus. Donc c'est entre guillemets, c'est l'un des meilleurs styles de management. Et dernière méthode, alors qui est très intéressante bien évidemment et qui nous vient de loin, c'est ce qu'on appelle la méthode Ho'oponopono. C'est une méthode qu'ont utilisé plusieurs tribus pour guérir les conflits, parce qu'il parle de guérison des conflits. Le conflit est là pour dire il y a un mal dans l'organisation. C'est comme une maladie quand elle se déclare, elle dit il y a un problème, il faut le résoudre. Donc le conflit est là, ne serait-ce que le symptôme apparent d'un mal dans l'organisation. Et donc la méthode Ho'oponopono, qui réside sur 4 plans, et surtout à réaliser sur le plan individuel. On dit 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est comme un mantra que se répète l'individu à l'intérieur de lui-même. C'est un mantra de guérison. C'est comme un mantra qui développe l'intention positive, en fait, chez les personnes, et la perception positive est juste dans des situations. Bien sûr, ce type de mantra va sortir l'individu d'une position de victime ou bien d'une position de bourreau, va faire en sorte que la personne soit juste d'abord avec elle-même et prenne des décisions justes à l'égard de son environnement. Quels sont donc vos conseils pour les jeunes qui regardent cette vidéo? Alors, mes conseils vont aux jeunes, aux responsables et aux ressources humaines.
D'abord, la mise en place d'indicateurs. Vous savez que la plupart des entreprises mettent en place des tableaux de bord qualitatifs pour voir les indicateurs de satisfaction, les indicateurs de bien-être, les indicateurs de santé et de sécurité au travail. Et ces indicateurs-là nous disent si l'organisation est malade, entre guillemets, de conflits, ou si les individus subissent des conflits. Et en amont, un conflit, c'est une situation aussi qui a été mal gérée et mal pensée au départ. Donc, au lieu que le coach soit toujours là en mode guérison, c'est bien qu'il soit là, il doit être là aussi et impliqué en mode prévention, c'est-à-dire avoir avec les RH ou avoir avec les responsables de pôle, les pôles opérationnels, comment faire en sorte que les conflits n'apparaissent pas. Comment faire en sorte d'éviter les conflits à la base. Donc ça, par exemple, il faut étudier en amont la nature des tâches assignées entre les individus. Vous savez que la plupart du temps, quand il y a des conflits, c'est que, les fiches de description de poste ne sont pas bien établies pour chaque individu, et deux, les limites entre individus ne sont pas claires. Et du coup, moi, j'outrepasse mes limites et mes droits, et lui outrepasse ses limites et ses droits. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Personne ne sait quel est son cadre de travail. Et ça, ce cadre de travail-là doit être bien posé pour éviter de tomber dans des conflits. Les luttes de pouvoir aussi, il faut les voir en amont. C'est-à-dire il ne faut pas donner, il ne faut pas instaurer, même si malheureusement, des fois, sur notre culture, on dit très souvent « farrek tesoud », il y a très souvent des luttes de pouvoir internes et on le fait exprès. Des fois, c'est voulu par le top management pour créer des conflits parce que on dit à tort que ça stimule le dynamisme. Ça peut stimuler. Attention, à court terme, c'est jamais bon à long terme. Si les conflits se prolongent, ça va ralentir la cadence et démotiver les troupes. Et les troupes, c'est-à-dire les groupes, vont être surtout préoccupés par ce que pense l'autre, ce que dit l'autre, les bruits de couloir, etc., que de réaliser leur propre travail, ce qui est très mauvais. Bien sûr, il faut prévenir des gens qui ont des problèmes d'hostilité ou d'agressivité. Il faut vraiment les isoler et les traiter à part. C'est ce qu'on appelle, des fois là encore, un traitement préventif. Également, voir traiter les problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Des fois, quand les gens ont des problèmes de confiance ou d'estime d'eux-mêmes, ils le compensent par plus d'agressivité et donc peuvent tomber dans du conflit parce qu'ils vont se mettre là encore en position d'attaque plutôt que d'être en position de défense. Et enfin, bien évidemment, tout ce qui est définition de poste, rémunération, gestion de la carrière, si elle n'est pas bien gérée, des fois, ça peut engendrer des conflits par la suite. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.